132 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de routes peintes durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchée par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Vous êtes prêts pour François Asselineau ? Est-ce que vous êtes prêts pour François Asselineau ? Merci. Merci. Merci, merci.
Merci, merci. Merci. Dans les campagnes, mugissent ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, et comme j'ai nos fils et nos compagnes, aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang impur, après nos sillons. Merci. Je ne vais pas pouvoir parler. Bien. D'après ce que l'on m'a dit, vous êtes plus de 6500 Pour vous dire toute la vérité, j'attendais un peu moins de monde. Nous aurions été... Je me rappelle quand on a préparé cette réunion, je disais à mes collègues, ceux qui ont préparé, je disais on pourra peut-être attabler sur 4000 personnes. Et ils me disaient ouh là là, les gens ne se déplacent plus maintenant. D'ailleurs, dans cette salle-là, ici même où nous sommes, au mois de janvier, je crois, il y avait eu la belle alliance du Parti socialiste où il y avait les 2/3 de l'espace qui était entièrement vide. Et puis, quelques semaines après, il y a eu M. Fillon,
dont on m'a dit qu'il n'avait pas fait autant de monde que nous d'ailleurs. Alors, tout d'abord un immense merci. Un immense merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Un immense merci également à toutes celles et à tous ceux qui, parce qu'ils sont malades, qu'ils sont alités, ou qu'ils sont au travail, ou qu'ils habitent trop loin, ou qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour faire le déplacement, à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, et à toutes celles et à tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement en disant « Je ne peux malheureusement pas venir, mais je suis de tout cœur avec vous ». Un immense merci également aux maires de France, aux 587 maires valeureux qui ont bien voulu parrainer ma candidature à l'élection présidentielle, même et peut-être surtout à ceux qui, lorsqu'on les a rencontrés, ont dit « Mais monsieur Asselineau, je n'en ai jamais entendu parler ». Merci à tous ces maires et à ceux d'entre eux d'ailleurs qui ont fait le déplacement et que je salue d'avoir fait le déplacement. Merci également à nos hôtes étrangers, à commencer par la fille du président Perssonen qui est le président de l'IPU, de Parti frère finlandais. Merci à l'EPAM grec. Merci à Brian Denny, venu du Royaume-Uni. Merci à Anthony Coughlan. Merci à tous ceux qui sont venus de l'étranger. Merci à Vanessa Bellet, merci à Manon Chevalier. Merci au soutien du Québec et des Canadiens français. Le discours de Manon Chevalier était particulièrement émouvant puisqu'elle a fait allusion au célèbre discours de Charles de Gaulle depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal le 24 juillet 1967, lorsqu'il avait lancé son mondialement célèbre « Vive le Québec libre ». Dans ce discours, Charles de Gaulle avait dit qu'il était frappé de voir, au cours de son parcours, où il avait repris le chemin du roi qui longeait de Québec à Montréal, il a dit qu'il avait été frappé par l'atmosphère qui l'accueillait, en disant qu'il ressentait la même atmosphère que pour la libération. Eh bien, je pense que nous avons ce soir, nous aussi, le début d'une atmosphère de libération.
Et pour terminer sur cette histoire de 1967, dans ce même discours, Charles de Gaulle avait dit « Un jour viendra, je n'en doute pas, où vous, Français du Canada, à votre tour, vous viendrez nous aider, nous, peuple du vieux pays de France, vous devrez nous aider à votre tour, ce tour est venu !» Alors aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour ce mouvement politique que j'ai créé. Je ne vais pas pouvoir parler. Ce jour, il y a 10 ans, jour pour jour, c'était un dimanche pluvieux. Aujourd'hui, c'est un jour radieux. Il y a 10 ans, jour pour jour, dans le gymnase de la Porte Pouchet, dans le 17e arrondissement de Paris, j'avais lancé un mouvement politique où il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui étaient venues, parmi lesquelles des amis qui étaient venus pour faire un petit peu masse, et puis quelques braves quand même. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On avait dû avoir une totale une quinzaine d'adhésions à la fin de la journée. Et parmi les personnes qui étaient là le premier jour, je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et je voudrais les saluer. Notamment, je voudrais saluer Geneviève Blache, Nicolas Tervert, Christina Hanaut, dont je sais qu'ils ont fait le déplacement, et également peut-être ceux qui ne l'ont pas fait, que j'oublie et que je remercie du fond du cœur, parce que ça n'était pas évident d'être présent le 25 mars 2007, et pour lancer un parti politique nouveau. Une célébrité du monde politique m'avait dit « Je ne viendrai pas à votre congrès parce que vous n'arriverez à rien ». Parce que vous n'aurez ni les médias, elle n'avait pas tort, ni l'argent, elle n'avait pas tort non plus. Et m'avait-elle dit, on ne peut plus créer de parti politique en France à notre époque. Elle m'avait dit aussi, d'ailleurs, que sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'était tout à fait excessif, mais que ce qu'il fallait, c'était proposer une autre Europe. Alors, 10 ans après, où en sommes-nous 10 ans après? Nous en sommes avec un mouvement en progression exponentielle depuis sa création il y a 10 ans. Ici, c'est le nombre, le pourcentage, le nombre d'adhérents en fin d'année à la fin de chacune de ces années. « 14 500
31 adhérents fin 2016. Et au moment même où j'ai commencé cette réunion publique avec vous, nous étions à 20 355. Eh oui, mes amis, c'est exactement une courbe exponentielle. Quelques chiffres sur notre mouvement, sur votre mouvement. La courbe des âges de notre mouvement, avec désormais un âge moyen de 44 ans, toutes et tous confondus, notre plus jeune adhérent à 16 ans, notre doyen qui est une doyenne à 95 ans. Si nous comparons cette courbe des âges à la courbe des âges de la population française, sachant qu'on ne peut pas adhérer à l'UPR à moins de 16 ans, et pourtant on a parfois des demandes de 14 ou 15 ans qui veulent adhérer. Si nous comparons cette courbe à celle de la courbe de la population française, eh bien on découvre que l'UPR compte une large surreprésentation de jeunes adultes de 22 à 47 ans. Parce que n'en déplaise aux européistes, l'avenir nous appartient, parce que nous ne sommes pas un mouvement ringard, nous sommes un mouvement de jeunes et tous les observateurs qui nous voient disent « Mais c'est pas possible, vous avez beaucoup de jeunes !» Le nombre d'hommes et de femmes n'est pas égal, malheureusement, mais il est en très forte croissance, puisqu'il y a encore, nous avons 77% d'adhérents et 23% d'adhérentes. Un petit effort, mesdames. Mais je tiens à préciser que dans les débuts de l'UPR, nous avons eu jusqu'à 92% d'hommes et que progressivement, plus le mouvement se développe, plus l'on se fait connaître, plus l'on connaît nos analyses, plus les gens découvrent que nous sommes un mouvement sensé, pondéré, serein, qui voit loin et qui voit juste. Et plus en plus de gens commencent à comprendre que notre combat, c'est d'abord le combat pour nos enfants. Pour nos petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de femmes, nous étions avec 8% de femmes, puis 9, puis 10, puis 12, puis 14, puis 15, puis 18, puis 20, 22, 25, 23% maintenant. Nous sommes maintenant sur une voie de progressivement à peu près égalité des sexes, je pense. Ça témoigne de l'enracinement de notre mouvement politique dans la population française et ça témoigne aussi du fait que les femmes qui ont souvent de l'intuition et qui ont de l'intuition pour protéger leurs enfants commencent à comprendre que nous sommes la solution. Ça, c'est le camembert des régions françaises. Alors, vous allez les regarder, je ne vais pas vous les commenter. Sachez quand même que nous avons 22% de nos adhérents qui sont en Île-de-France, que nous en avons 10% en Rhône-Alpes
Et je remercie et félicite tous ceux qui sont venus de ces différentes régions. 8% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5% en Languedoc-Roussillon, 4% dans les Pays de la Loire, 4,3% en Bretagne, 3,5% dans le Nord-Pas-de-Calais, et les autres, vous regardez vous-même. Un mot quand même pour l'outre-mer français, où nous avons 2,5% de nos adhérents. Et j'en profite pour saluer les quelques 240 adhérents que nous avons maintenant à l'île de la Réunion et où nous sommes retransmis en ce moment en direct, où ils nous suivent. Bonjour à vous, Français de l'île de la Réunion. Notre réunion sera également retransmise avec quelques heures de différé pour tenir compte du décalage horaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Et bien entendu dans les départements de la Caraïbe. L'UPR est présente en France et outre-mer. L'UPR est également présente dans 92 États du monde. J'en profite pour remercier du fond du cœur tous les Français expatriés. Ils sont plus de 1250 Français expatriés dans les États qui sont ici mentionnés et qui nous sont fait parvenir, pour un certain nombre d'entre eux, les petites vidéos de soutien que vous avez dû voir pendant cette journée. Je signale que nous avons plus de 30 adhérents dans un grand nombre de ces pays et parfois plus de 80 adhérents, comme en Allemagne où nous avons 85 adhérents, en Belgique où nous avons plus de 150 adhérents, au Royaume-Uni où nous avons également plus de 100 adhérents, en Suisse où nous avons 130 adhérents, 25 adhérents en Thaïlande, 20 adhérents au Japon, et même plus de 60 adhérents expatriés, parfois depuis des années, aux États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi ce succès de l'Union populaire républicaine alors que ce mouvement politique n'a jamais eu accès pendant 10 ans à la moindre couverture médiatique, si l'on accepte une fois ici ou là une toute petite couverture? Eh bien, parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens. En analysant l'histoire et les événements, en ne se laissant jamais intimider par les manœuvres d'intimidation de ceux qui ne voudraient pas que l'on parle. En citant toujours nos sources qui sont toujours situées aux meilleurs endroits, venant des plus grands responsables. Vous avez vu d'ailleurs ce qui se passe dans les médias où, sur TF1, ils ont dû se donner le mot en disant que j'étais complotiste. Et lorsque j'ai commencé
parce que j'avais dit que la CIA avait financé l'Union européenne. Lorsque j'avais dit ça, on m'a traité de complotiste. Eh bien, vous l'avez vu, j'ai sorti le magazine Historia de 2003. Il fallait voir la tête de M. Boulot. Et lorsque sur un autre média, on m'a dit, ou un autre journal a dit « Vous êtes complotiste, vous vous rendez compte, vous avez dit que le Dalai Lama avait été financé par la CIA ?» Il fallait voir la tête lorsque j'ai sorti l'article de Libération de 1998 qui disait que le Dalai Lama avait été financé par la CIA. Eh bien, que cela plaise ou ne plaise pas, je continuerai à dire la vérité, à refuser toute intimidation et à appeler un chat un chat. Parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en décortiquant le contenu des traités. On m'avait dit, vous n'y pensez pas. On ne peut pas parler des traités. Vous n'allez quand même pas citer des articles des traités devant une foule. Les Français sont des veaux, m'avait-on dit. Eh bien non, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français ne sont pas des veaux. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français sont un grand peuple, l'un des peuples les plus politiques du monde. Et lorsqu'on explique aux Français avec affection, et même, je pourrais le dire, avec amour, à ses compatriotes, ce qui se passe pour de bon, eh bien les Français réagissent et se redressent. Parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens, en expliquant pourquoi la situation est comme elle est, pourquoi quand vous votez à droite ou à gauche, vous avez toujours la même politique, pourquoi cela ne change pas. Et nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français pourquoi, si ce n'est pas moi qui suis élu le 7 mai, vous aurez de toute façon la même politique, le même programme commun fixé par les grandes orientations de politique économique de la Commission européenne. Mais rassurez-vous, je compte bien être élu le 7 mai prochain. Enfin, parce que l'UPR s'adresse toujours à tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, leurs convictions religieuses, y compris ceux qui n'en ont pas, leurs opinions politiques, ce mouvement s'adresse à tout le monde, à toutes et à tous d'entre vous, parce que nous sommes tous Français. Et c'est un mouvement qui a diffusé toutes ses analyses sur Internet et toujours gratuitement. Je n'ai pas gagné le moindre sou avec l'UPR. Je suis au contraire maintenant obligé d'emprunter à ma banque pour joindre les deux bouts, parce que nous sommes en train de réhabiliter la véritable politique, celle qui est fondée
sur l'affection et l'amour de ses concitoyens et sur le bénévolat de l'action politique. C'est la raison pour laquelle nous faisons un triomphe sur Internet où le site upr.fr est désormais le site solidement ancré à la première place de tous les sites de tous les partis politiques français. C'est la raison pour laquelle nous venons de dépasser hier les 10 millions de vues sur notre seule chaîne YouTube officielle. Avec 36 159 abonnés et 10 36 846 vues. Je vais vous faire une confidence. La chaîne YouTube de M. Macron de M. Macron fait 1 025 000 vues et 11 000 abonnés. Nous avons 3,6 fois plus d'abonnés et 10 fois plus de vues, 9 millions de vues supplémentaires. Alors, quand je lis le dernier sondage publié avant-hier par Paris Match, qui donne 26% des voix à M. Macron et 0,0% à Asselineau, eh bien je rigole. Parce que selon Paris Match, vous êtes 0,0%. Il y en a qui vont avoir des surprises le soir du premier tour. En fait, l'UPR renoue avec les plus grands moments de l'histoire de France récente. Et l'UPR pose les vrais débats. C'est pour cela que nous sommes une vague qui ne cesse d'enfler, sans jamais aucune trace d'extrémisme, au contraire en portant toujours plus haut les valeurs de la République française. Et je vous demande ici un peu de silence, parce que je voudrais que nous réécoutions ensemble et qu'on lui rende un hommage marqué à quelqu'un qui, voici un quart de siècle, depuis la tribune de l'Assemblée nationale, avait déjà tout compris sur le désastre national dans lequel nous allions nous enfoncer, c'est-à-dire, j'ai nommé le regretté Philippe Séguin. Écoutons ce que disait Philippe Séguin dans son débat au début de la question préjudicielle, la question de constitutionnalité. Voilà comment il a commencé son discours célèbre à l'Assemblée nationale en 1992. Je voudrais croire que... Et tout dit il y a un quart de siècle. Nous avons abandonné l'état de droit. Nous ne sommes plus en République, puisque l'essentiel des textes de loi sont imposés aux Français
par la Commission européenne, et les députés européens n'ont plus que le pouvoir que de signer des textes qui ont été décidés par d'autres non élus et non citoyens français. D'ailleurs, dans ce discours fondateur, Philippe Séguin montrait déjà que la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom, et il citait les droits de l'homme. Et j'en profite pour souligner qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, c'est l'anniversaire du traité de Rome, le 60e, c'est le 10e anniversaire de l'UPR. Vous voyez d'ailleurs les ambiances respectives à Rome et à Paris. À Rome, où les chefs d'État et de gouvernement ne sont même pas, ont mis encore des jours et des jours pour essayer de trouver un point commun, pour avoir une déclaration qui satisfasse tout le monde. Ils se sont encore déchirés pour arriver à un texte sans saveur et qui ne signifie rien. Alors que nous, ici, nous avons plus de 6500 personnes qui sont ici présentes, on voit quelle est la dynamique de l'histoire. L'histoire s'est remise en marche. Et aujourd'hui, ce matin, je suis allé célébrer un autre anniversaire. C'est le 25 mars 1821, lorsqu'a été lancé par l'archevêque de Patras le cri pour l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Et il y avait une manifestation devant l'ambassade de Grèce où je me suis rendu ce matin pour témoigner du soutien de l'UPR et à travers moi du peuple français au peuple grec. Parce que la Grèce est dans un état de plus en plus épouvantable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de M. Juan Pablo Bohoslavski, expert indépendant auprès de l'ONU, qui a publié un rapport le 29 février 2016 sur les effets de la dette étrangère et des autres obligations financières sur la situation des droits de l'homme en Grèce, et particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels. Et il est arrivé à cette conclusion que l'engrenage de la dette et des exigences du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne a conduit le peuple grec à être privé des droits de l'homme qui lui sont dus. Alors notre mouvement est un mouvement en très forte croissance. Mais bien entendu, il y a toujours des gens qui sont là pour nous expliquer, sans avoir jamais écouté la moindre de mes analyses, que nous voudrions refermer la France sur elle-même, que nous serions des nostalgiques et des ringards qui n'aurions pas compris le monde d'aujourd'hui. J'ai expliqué l'autre jour sur Europe 1, puisque depuis que je suis candidat à l'élection présidentielle, et j'en rends grâce tous les jours à nos 587 maires valeureux, j'étais invité l'autre jour sur Europe 1 et on m'a fait cette remarque: vous voulez que la France soit toute seule, vous voulez que la France soit refermée sur elle-même. D'ailleurs, je crois savoir qu'aujourd'hui, M. François Hollande, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, M. François Hollande là, pour le 60e anniversaire du traité de Rome, a eu une forte pensée que j'ai entendue à la radio. Il a dit qu'il attendait que ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne démontrent que ça se passerait mieux si nous étions tout seuls et isolés. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir le démontrer, mais encore faudrait-il que l'on me donne un petit peu plus que 8 minutes à la télévision ou à la radio pour me poser toujours les mêmes questions, soit dit en passant. En attendant,
C'est d'ailleurs assez cocasse de la part de M. Hollande, qui, quelques jours auparavant, s'était rencontré avec Mme Merkel pour expliquer qu'il allait faire une Europe à 2 vitesses en larguant un certain nombre de pays de l'Est, qui d'ailleurs ont vivement protesté aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il nous explique, si plus on aime, mieux c'est, pourquoi est-ce qu'il voulait chasser des pays de l'Union européenne, ou du moins du 1er siècle. Mais enfin, peu importe. L'autre jour, j'étais sur Europe 1, on me dit « Alors, vous voulez isoler la France ?» J'ai dit « Mais pourquoi voulez-vous isoler la France ?» Ils me disent « La France est beaucoup trop petite pour rester toute seule. » Alors je dis « Mais la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans l'OTAN, elle se porte très bien, merci pour elle. » Alors on m'a répondu, mais vous n'allez pas comparer la France à la Suisse. Et pourquoi donc? Parce que la Suisse est beaucoup trop petite. Ils finissent par se prendre les pieds dans leurs propres contradictions. Alors j'ai quand même réussi à glisser un mot, j'ai dit, écoutez, d'après mes pointages, il y a 6686 traités, bilatéraux ou multilatéraux, qui lie la France au reste du monde, dont d'ailleurs 343, je crois, avec l'Allemagne, quelques 280 avec le Royaume-Uni, à peu près autant avec l'Italie, à peu près autant avec l'Espagne, et donc je faisais valoir que ce que je voulais, ça n'était pas faire sortir la France ni de l'ONU, ni du Fonds monétaire international, ni de l'UNESCO, ni de la Banque mondiale, ni de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ni d'Interpol, ni du traité sur le droit de la mer, ni du traité sur l'espace extra-atmosphérique, ni du traité de l'Antarctique, ni de l'Organisation mondiale du commerce, ni de l'Organisation mondiale de la santé. Attendez, j'en ai jusqu'à minuit, si je continue comme ça. Et alors, c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un leur répondre. Et j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est que sur les 6686 traités, qui nous lie au reste du monde, que l'on en dénonce 3. Le traité sur l'Union européenne le tue, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le téfou, et le traité de l'Atlantique Nord. 3 traités sur 6686. Alors, ils ont changé de sujet. Mais, le lendemain, il y a eu une rubrique d'une journaliste qui m'a un peu laissé sans voix, puisqu'en fait, elle avait téléphoné entre-temps au Quai d'Orsay. Elle est tombée à la direction des affaires juridiques et elle a demandé, voilà, c'est Europe 1, et je voudrais savoir combien de traités bilatéraux et multilatéraux existent entre la France et le reste du monde. Et elle a raconté ça donc au micro le lendemain, et elle a dit, M. Asselineau a dit qu'il y avait 6686 traités, donc le journaliste qui était avec elle lui dit, alors, il avait raison ou il avait tort? Et elle dit, j'ai téléphoné, et en fait, il y en a 6624. Et elle a quand même eu l'honnêteté de dire « Monsieur Asselineau a raison ». Il faut quand même le faire. Ce que nous voulons, c'est évidemment pas de couper la France du reste du monde. Moi, qui est, parmi mes hobbies, mes violons d'Ingres, mes passions, l'idée de voyager à travers le monde. J'adore voyager, j'adore connaître les civilisations étrangères. Je suis allé dans 85 pays du monde. Est-ce que vous m'imaginez, moi, en train de vouloir transformer la France en Corée du Nord? En réalité, ce que nous nous disons, c'est que la France doit développer des coopérations avec le monde entier.
des coopérations internationales, comme le sont par exemple Airbus, Arianespace, qui n'ont rien à voir avec la construction européenne et qui ont tout à voir avec des coopérations internationales. L'autre jour aussi, sur Europe 1, je faisais remarquer que l'Airbus A380, il y a 15 des 28 pays de l'Union européenne qui ne mettent même pas un rivet, même pas un clou, alors que dans l'Airbus A380, la part américaine est de 38% quand il est motorisé Pratt & Whitney, alors qu'il y a une part japonaise, 10 entreprises japonaises, des entreprises chinoises, malaisiennes, russes, mexicaines, indonésiennes, singapouriennes, et j'en passe. Et c'est ça les coopérations internationales sur lesquelles nous voulons aller. Parce que les coopérations internationales sur des objets précis, particuliers, ça marche, alors que l'intégration supranationale, ça ne marche jamais. Pour me permettre de souffler et de boire un petit peu d'eau, je vais me retrancher derrière quelqu'un que j'aime bien à citer, un peu trop peut-être, mais qui avait justement déjà tout compris sur les coopérations internationales et sur ce qu'il fallait penser de l'Europe. Je pense à Charles de Gaulle pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 1965, la première campagne au suffrage universel, et Michel Droit, le journaliste qui l'interroge, lui demande « Mais quand même, est-ce que vous n'allez pas refermer la France sur elle-même? Et est-ce qu'on peut faire cavalier seul ?» Et voilà ce que répond magistralement, c'est en 1965, c'est-à-dire il y a 52 ans. Voilà ce que répond le fondateur de la France libre et le fondateur de la Ve République. Alors, quand on ne sait plus nous attaquer sur cet aspect-là des choses, et quand effectivement la situation économique, sociale, diplomatique, militaire, culturelle, dans le domaine de la recherche, de l'éducation, en matière d'agriculture ou d'industrie, en matière de santé, quand dans tous les domaines en fait de l'activité humaine et de l'activité de l'État, la situation tourne au désastre, effectivement, les contradicteurs préfèrent ne pas parler du fond, mais préfèrent trouver des attaques. Alors, comme celle-ci ne marche pas, il y a une autre attaque. Une autre attaque, c'est que je serai anti-américain. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 60 adhérents aux États-Unis d'Amérique. Ce qui me rassure, c'est que, en 1965, pendant la campagne pour l'élection présidentielle au suffrage universel, la première, eh bien, Charles de Gaulle était lui-même taxé d'être anti-américain. Et d'ailleurs, Michel Droit va lui poser la question « Êtes-vous anti-américain ?» Et vous allez voir ce que répond le fondateur de la Ve République, qui dit que sous la Seconde Guerre mondiale, on l'avait également traité d'anti-britannique, puis d'anti-américain. Et vous allez voir comment, habilement, il répond. C'était il y a 52 ans. Tendez un petit peu l'oreille parce que l'enregistrement n'est pas excellent, mais franchement, ça vaut la peine d'écouter ce que dit Charles de Gaulle. Il est, comme l'avait dit de Gaulle, à cette époque, il est curieux de voir que tous ceux qui traitent d'anti-américains, toute personne qui en France veut faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale, il est curieux que l'on nous traite d'anti-américains, mais que jamais ces mêmes personnes ne s'inquiètent de savoir si les Américains ne seraient pas de temps en temps anti-français.
Nous touchons ici au cœur à la fois du combat de l'Union populaire républicaine et à la fois au cœur même de l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, ça n'est pas les élections législatives. Les élections législatives auront lieu en mai et juin de cette année. Elles auront pour objectif de choisir une majorité. Dans cette majorité qui sortira des urnes, le président de la République choisira un Premier ministre. Ce Premier ministre sera peut-être d'accord avec lui si la majorité est la même que celle qui a élu le président de la République, mais il est arrivé dans notre histoire qu'une majorité sorte des urnes qui soit contraire à celle du parti politique dont le président de la République était issu. Je pense aux périodes de cohabitation en France, avec François Mitterrand de 86 à 88, puis de 93 à 95, et aux cohabitations avec Jacques Chirac de 97 à 2002. Il ne faut donc pas se tromper d'élection. L'élection qui a commencé, dont nous sommes normalement en campagne, ne consiste pas à parler des derniers cadeaux qu'a reçus M. Fillon. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter s'il est bien raisonnable que M. Macron se soit marié avec une femme plus âgée que lui. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter les déboires de M. Hamon, qui est, semble-t-il, tellement couleur de muraille que tous les autres ministres du gouvernement sont en train de prendre la tangente, avec d'ailleurs un sens de la conviction politique qui frappe les esprits, puisque M. Macron est en train de réunir à lui des gens qui sont tout à fait sur la même longueur d'onde politique, comme par exemple M. Alain Madelin et Robert Hue. En réalité, M. Macron est un excellent indicateur pour savoir quels sont les caméléons de la vie politique française et les girouettes qui se précipitent comme des escargots après la pluie. Mais nous sommes des gens sérieux. Nous savons que l'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions. Nous savons que c'est au moment de l'élection présidentielle qu'il doit y avoir les débats les plus approfondis sur l'avenir du pays. Et notamment, nous savons quels sont les pouvoirs du président de la République définis par l'article 5 de notre Constitution qui précise, premièrement, que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais en citant et en expliquant la Constitution. Deuxièmement, la deuxième ligne de l'article 5 précise que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Ça veut donc dire que pour être un bon président de la République, il faut avoir des capacités d'arbitrage, de rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche. Ça tombe bien puisque l'UPR, à chaque élection, a été classée officiellement par le ministère de l'Intérieur, la seule institution habilitée à donner un classement. L'UPR a été classée à chaque élection comme un mouvement divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. De vous à moi, vous imaginez vraiment, Madame Le Pen, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage? Vous imaginez vraiment, Monsieur Mélenchon, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au-dessus du clivage droite-gauche? Vous imaginez vraiment, Monsieur Poutou ou Madame Artaud,
pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au-dessus du clivage droite-gauche? Soyons sérieux. Et puis la troisième phrase de l'article 5 précise, et c'est peut-être la phrase la plus importante de notre Constitution. En tout cas, c'est certainement la plus importante concernant les pouvoirs du président de la République. Article 5, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors, les autres, tous les autres, puisque tous les autres veulent rester dans l'Union européenne, même Madame Le Pen, même Monsieur Mélenchon, puisqu'ils proposent de renégocier des traités à la Saint-Glinglin, sans prendre aucun engagement en matière de date et de délai, sans prendre aucun engagement quant au contenu des négociations qu'ils mèneraient. Qu'est-ce qu'il y aurait au bout du compte? Il y aurait au bout du compte encore des mois et des années perdus. Madame Le Pen ne prend aucun engagement. D'ailleurs, on sait très bien que les référendums, eh bien, on peut s'asseoir dessus. Tout le monde l'a vu en 2005. Nous n'avons plus besoin de référendum. Nous avons simplement un candidat qui vous propose de sortir, d'utiliser le Frexit dès son installation. À propos, il y a des journalistes qui régulièrement me posent la même question en me disant « Mais alors, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire ?» Alors j'ai dit « Si je suis élu, je vais m'installer dans mon fauteuil à l'Élysée. Et puis j'enverrai une invitation aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour leur dire qu'on va tenir une réunion. Lors de cette réunion, je dirais, nous mettons en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne, exactement ce que vont faire nos amis britanniques dans 4 jours, le 29 mars. Alors, il y a beaucoup de journalistes qui me regardent avec des yeux ronds et qui me disent « Ah bon, mais alors, vous n'allez pas faire de référendum ?» Et je leur dis « Mais pourquoi voulez-vous que je fasse un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viennent de m'élire ?» Il est vrai que les Français ont perdu l'habitude de voir un président de la République élu mettre en œuvre le programme pour lequel ils l'ont élu. Mais justement, nous allons nous changer les choses, puisque, comme vous l'avez vu et comme vous le ressentez ce soir, c'est une véritable atmosphère de libération nationale que nous sommes en train de lancer. Je voudrais rappeler que le président de la République est donc le garant de l'indépendance nationale
Et moi, je ne me demande, encore une fois, ce que vont faire les autres candidats. Moi, vous le savez, je prends l'engagement solennel devant vous que dès que j'aurai pris mes fonctions, j'engagerai l'article 50 du traité de l'Union européenne pour faire sortir la France de l'Union européenne. J'engagerai l'article 50. L'article 50. J'engagerai l'article 50 du traité sur l'Union européenne pour sortir de l'euro et j'engagerai l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Le pouvoir du président de la République est, comme l'avait dit De Gaulle, le fondateur de la République, il doit être l'homme de l'essentiel, c'est-à-dire celui qui doit et qui est responsable aux yeux de l'histoire, aux yeux de ses contemporains, aux yeux de ses successeurs, qui est responsable de la Maison France pendant la durée de son mandat. Et les articles 14 et 15 font du président de la République le chef de la diplomatie, article 14, donc le chef de ce que la France veut faire avec le reste du monde. L'article 15 fait du président de la République le chef des armées. Et donc, la Constitution a donné au président de la République française le rôle essentiel d'être le géopoliticien en chef de la Maison France. Alors, pour faire cela, il faut avoir de l'expérience. Ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut avoir une bonne connaissance des peuples et des civilisations étrangères. Il faut s'être pendant plusieurs années frotté aux diplomaties des différents pays du monde, savoir que l'on ne négocie pas avec des Chinois comme avec des Américains, avec des Allemands comme avec des Argentins, avec des Indiens comme avec des Japonais, avec des Iraniens comme avec des Australiens. Il faut le savoir et l'avoir vécu. Il ne suffit pas d'avoir été adoubé par Jacques Attali sur TF1 pour le savoir. Il ne suffit pas d'avoir été reçu par le magazine Time à New York ou d'avoir serré la main de Poutine pour le savoir. Il faut avoir de l'expérience et de la carrure. Et puis, il faut avoir la volonté de tirer son pays vers le haut. Il faut avoir une certaine... Il faut avoir aussi une approche peut-être un peu philosophique, une approche sur une loi de l'histoire, sur une science de l'histoire, savoir où l'on veut mener le pays, quelle est la vision du monde que nous avons du monde et de la France. Que disent les autres candidats, par exemple, sur la façon dont ils voient le rôle de la France à horizon de 10 ans, de 20 ans ou de 50 ans? Ils n'ont aucune vision. Ils concourent pour un poste de Premier ministre, ou plutôt de chef de cabinet du Premier ministre. Ils parlent constamment sur les débats à la télévision de la recette de la choucroute garnie.
Nous devons avoir une vision pour la France. Et à ce propos, je voudrais insister sur le rôle même de l'UPR, c'est d'avoir un objectif. L'objectif est de préparer pour nos successeurs le 3e millénaire. Alors je voudrais dire ici que tous les gens qui passent leur temps à nous critiquer, à nous peindre, je le disais tout à l'heure dans une conférence de presse, je dis, mais moi je suis sidéré par l'agressivité spontanée d'un grand nombre de médias, dont il faut avouer que plus ils me connaissent, plus elle a quand même tendance à abaisser d'ailleurs. Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi vouloir nous dépeindre avec tant de noirceur parce que nous voulons sortir de l'Union européenne ? Pourquoi nous dépeindre dans ces conditions alors qu'en définitive, je pense que nous sommes le fer de lance de la meilleure position qui soit en matière politique, qui est de préparer le XXIe siècle. Vous allez me permettre de faire une citation ici, un peu longue, qui est très inhabituelle dans un meeting politique. Mais vous le savez, l'UPR ne ressemble à rien d'autre. Et l'UPR fait réfléchir tout le monde. Alors, pendant que les autres vous entraînent vers le bas, avec des histoires de prétoire, de mise en examen ou de je ne sais pas quoi, nous vous tirons vers le haut, nous tirons la population française vers le haut et la réflexion sur les siècles qui s'ouvrent. Je voudrais faire une citation ici, en citant le fait que si l'UPR connaît une croissance irrésistible, c'est parce que c'est le seul mouvement politique à expliquer la formidable erreur historique du principe même d'une construction politique continentale. Nous sommes le seul mouvement politique à dire que c'est une construction qui est viciée dès l'origine. Tous les autres candidats vous proposent une autre Europe parce que tous les autres candidats approuvent le principe d'une construction politique continentale. Nous la désapprouvons et je vais faire une citation donc peu banale. Je vais me faire référence à Sri Aurobindo. Sri Aurobindo qui fut l'un des dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, mais qui fut aussi un philosophe, un poète et un écrivain spiritualiste. Sri Aurobindo qui puisait une partie de sa sagesse dans cette fameuse formule tirée d'un des Upanishads, Vasudhaiva Kutumbakam, c'est-à-dire le monde est une seule famille. Pourquoi je cite Sri Aurobindo ? Parce que Sri Aurobindo a écrit un livre formidable, publié en 1919, qui peint l'idéal de l'unité humaine. Il explique les dangers qu'il y aurait à ce qu'il y ait un État mondial. Et il s'intéresse dans un chapitre entier, écrit il y a 100 ans, ou presque 100 ans, en 1919, un chapitre intitulé « Les États-Unis d'Europe ». Puisqu'il était déjà beaucoup question à l'époque, avec notamment Aristide Briand, de cette perspective qui avait d'ailleurs été lancée, comme vous le savez peut-être, si vous allez écouter mes conférences ou si vous êtes allé sur le site internet de l'UPR, par Victor Hugo dans le discours sur la paix au congrès de la paix de 1849, où il parlait déjà des États-Unis d'Europe. Alors je vais faire cette citation, elle est un peu longue, mais elle est extraordinaire, je trouve, parce qu'elle a 100 ans. Et écoutez ce qu'il disait. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais, en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait,
elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation, cependant, entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourrait bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et Sri Aurobindo de conclure. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Parce que je ne veux pas de nationalisme français, je suis un patriote, et comme le disait Charles de Gaulle, c'est normal d'être patriote, c'est aimer sa patrie, le pays de ses pères, c'est comme aimer ses parents. Et de Gaulle disait, un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien, moi, je ne suis pas un nationaliste français, mais je ne veux pas non plus que nous soyons des nationalistes européens ayant vocation à s'opposer au reste du monde. Il n'y a pas de sujet plus important et plus grave que celui-ci, puisqu'il touche directement à l'avenir même de la France, à l'avenir de nos enfants, à la façon dont nous concevons l'existence sur Terre. Je suis non seulement le seul candidat du Frexit, mais je suis également le seul à dénoncer dans la construction européenne un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Pour la troisième et dernière fois, on va redonner la parole à Charles de Gaulle, toujours pendant l'élection présidentielle. On voit d'ailleurs au passage à quel point les campagnes présidentielles en 1965 avaient une autre tenue que les campagnes actuelles, à quel point le chef de l'État entrait dans le vif du sujet, à quel point il parlait aux Français comme un des gens intelligents, ayant quelque chose entre les deux oreilles. Ça permet de comprendre à quel point maintenant le débat politique a été ravalé au rang de plaisanterie, de show, de spectacle de music-hall avec des danseurs mondains. Eh bien,
Charles de Gaulle, avec ses mots à lui, à ce moment-là, dans cette conversation avec Michel Droit, a dit en fait à peu près la même chose que ce que disait en 1919 Sri Aurobindo et ce que je vous dis moi en 2017, c'est-à-dire que la France n'a pas à se limiter à une petite partie du territoire de la planète. La France a vocation à l'universel. Écoutez, Charles de Gaulle. Pour le bien de l'homme et pour le bien de l'humanité entière, la France doit donc se soustraire au bloc militaire, se soustraire à l'Union européenne et renouer ses relations confiantes et d'amitié avec le monde entier, sans considération d'appartenance géographique, continentale, religieuse, sans mentionner le choc des civilisations. C'est la raison pour laquelle je parle toujours devant le drapeau bleu, blanc, rouge de la République française, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, qui est actuellement l'organisation suprême pour gérer l'ensemble des nations. Notez bien d'ailleurs que mes concurrents, presque tous, parlent devant le drapeau bleu, blanc, rouge et le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui est celui de l'asservissement. Et puis j'ai eu une concurrente qui, elle, parle devant le seul drapeau bleu, blanc, rouge. Eh bien moi, je parle devant le drapeau bleu, blanc, rouge, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous voulons avoir des relations avec le monde entier. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires, avec le retrait de la France de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales, avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par la force de frappe, d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on dit, c'est-à-dire contre tout le monde. Nous nous protégeons a priori contre tous, nous n'avons pas d'ennemis désignés, mais en revanche, nous souhaitons être amis avec le monde entier. Et comme je veux appliquer cette sagesse, tirée de 2000 ans d'histoire et de cet adage latin qui dit « si vis pacem para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, eh bien il faut que la France ait quand même une armée qui tienne à peu près la route. Vous savez que l'armée française est pratiquement maintenant en collapsus, puisque nous avions... les sommes consacrées à l'armée française étaient de 3% du produit intérieur brut en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, et maintenant il est tombé à 1,6%, c'est-à-dire que la France n'a même plus les moyens de se protéger sérieusement son territoire national. C'est la raison pour laquelle je mettrai un terme en tant que chef des armées et en vertu de l'article 15 de la Constitution, je mettrai un terme à la fin de l'appauvrissement des armées françaises avec un budget de la défense qui reviendra au niveau de ce qu'il était en 1981. Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante, en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain,
Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de George Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de George Soros, c'est celle de Sri Aurobindo. La France, redevenue porte-parole de la liberté des peuples du monde, avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies conformément à sa charte fondatrice. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies, dans la charte de San Francisco de 1945, il n'y a rien à redire. Dans cette charte, il est question de l'indépendance de chaque État, du droit souverain des peuples, inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, du fait que chaque peuple a le droit de choisir souverainement sa propre voie vers le développement. Cette charte interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cette charte interdit le principe de la guerre, impose que tous les États, lorsqu'ils constatent des différends, aient recours à des modes pacifiques de règlement par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice. Cette charte des Nations Unies impose surtout que tous les États membres doivent l'appliquer de bonne foi. Eh bien, nous sommes de bonne foi et nous allons, en tant que France, imposer au monde notre vision des choses. Nous voulons que tous les pays du XXIe siècle appliquent la charte de l'Organisation des Nations Unies de bonne foi, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité. Nous mettrons fin à la France-Afrique. Mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique, parce que je ne veux pas que les pays d'Afrique basculent dans l'Amérique-Afrique ou dans la Chine-Afrique. Nous adopterons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous donnerons la priorité à l'universalité. Je créerai un centre mondial de la concorde des civilisations à Strasbourg. C'est le nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations. Parce que je veux également transférer à Strasbourg l'UNESCO, actuellement présente à Paris, afin de libérer les espaces de l'UNESCO pour proposer à nos amis de la francophonie de créer une priorité à la francophonie avec un Parlement de la francophonie, où l'on pourra débattre entre tous les pays de la francophonie de notre vision du monde et des relations internationales. C'est ce qui justifiera le maintien au XXIe siècle du siège permanent au Conseil de sécurité de la France qu'elle exercera désormais, non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de l'ensemble des pays de la francophonie qui, s'ils parviennent à avoir des positions communes, par exemple,
sur un nouveau système financier international moins injuste, sur un nouveau rapport Nord-Sud moins injuste, sur une situation au Moyen-Orient moins injuste, eh bien, nous aurons désormais la voix de la francophonie qui pourra s'exprimer et qui s'installera justement dans le palais de l'UNESCO, les Cévides à Paris, puisque nous proposerons aux membres de l'UNESCO à Paris de se transférer au palais du Parlement européen de Strasbourg, que nous aurons quitté, bien entendu, puisque nous ne serons pas dans l'Union européenne. Je voudrais conclure ici pour vous dire à quel point nous sommes un grand pays, à quel point la voix de la France manque aujourd'hui au reste du monde, à quel point les gens qui nous aiment, parce qu'il y a des millions de gens qui nous aiment dans le monde arabe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Chine, en Russie, en Extrême-Orient, en Amérique du Nord aussi et en Océanie. La voix de la France, elle manque au monde, nous allons la redonner au monde. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française. C'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale. La francophonie, notre participation dans le cadre des Nations Unies d'une part, dans la francophonie d'autre part, nous permettent d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux, sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau. La francophonie, nos relations avec l'ensemble de l'espace francophone, c'est l'une des clés essentielles de notre avenir. Regardez cette petite vidéo qui vous montre en gros ce qu'est notre avenir.
Eh oui, la langue française comptera, elle compte déjà 274 millions de locuteurs et en 2060, vous l'avez vu, elle comptera 767 millions de locuteurs dans le monde et elle sera sans doute au 3e, sinon au 2e niveau mondial. C'est ça que l'on veut vous cacher. En fait, l'avenir passe par la langue française et par la francophonie. Nous n'avons pas à nous lier dans un périmètre fixé par les États-Unis d'Amérique et les anglo-saxons pour nous empêcher de parler le français, pour nous convaincre que notre langue et notre mode de vie et notre civilisation sont destinés à disparaître. Nous devons au contraire relever fièrement la civilisation francophone à travers le monde. Il y a une vie après la construction européenne. Mes chers amis, il est maintenant temps de conclure. Vous l'avez compris, nous sommes galvanisés, portés par les événements. Nous allons réaliser un score que même les plus ambitieux d'entre vous n'imaginent pas le soir du premier tour. Parce que nous allons procéder à la résurrection de la France. Vive la République et vive la France! Merci, monsieur François Asselineau, pour ce discours historique. Vive la République, vive l'UPR et vive la France. Je vais demander à l'équipe de nous rejoindre. Manon Chevalier, Laurence Olivier, Mimoun Ziani, le Bureau national de l'UPR, Laurence Daré, Patrick Ceccarelli, Guillaume Serrano, Renato Galliano, Alexandre Issot, Dominique Roméo, Thibault Loujean, Arthur Dupont, Adrien Drouet. Toute l'équipe est là avec nous. Allez, je demande un triomphe pour monsieur François Asselineau. Merci, merci. Monsieur François Asselineau, monsieur François Asselineau, monsieur le Président, venez au milieu s'il vous plaît. Mais vous allez voir, on va le faire. Nous allons faire une véritable révolution par les urnes. Parce que face à la vérité, à l'honnêteté et au courage, rien
ne peut arrêter le déferlement qui arrive. Vive la France! Vive la République et vive la France! Jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, nous sommes citoyens, forgés nos bataillons, marchons, marchons, au sang pur, au bref de l'océan. Monsieur François Asselineau, s'il vous plaît. Monsieur le Président, merci à tous, merci aux adhérents.